Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a présidé les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, élection présidentielle en France, l'Europe d'Emmanuel Macron versus l'Europe de Marine Le Pen. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 12 avril 2022. 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Écoutons sans plus tarder le compte rendu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Al-Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Merguele, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 12 avril 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne une communication faite au Conseil par Madame la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Dans un contexte social marqué par divers chocs, la pandémie du Covid-19, la sécheresse et l'inflation des denrées alimentaires dues à la crise en Ukraine et qui touche le pays en ce mois de Ramadan, le président de la République a voulu mettre la solidarité nationale au cœur de son action gouvernementale. Face à ces multiples crises impactant les plus vulnérables, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a mis en œuvre diverses interventions articulées entre continuité des actions sociales et plan de riposte afin d'apporter toute l'assistance sociale nécessaire. La stratégie du ministère s'exécute simultanément sur 2 fronts. D'une part, celle de poursuivre et de fortifier les programmes sociaux existants. D'autre part, celle de mettre en œuvre les programmes d'aide d'urgence adaptés. En matière de sécurité alimentaire, 4 500 ménages ont bénéficié de transferts monétaires et quasi monétaires à Djibouti-Ville et 12 640 ménages dans les régions de l'intérieur, soit 17 140 ménages sur l'ensemble du territoire national. Au cours du mois de Ramadan, 18 000 ménages ont reçu des aides alimentaires aussi. Donc, 35 000 familles ont été assistées à travers soit le transfert monétaire, soit via des distributions de vivres. L'objectif visé de toutes ces actions étant de soutenir, soulager et couvrir le gap en matière d'insécurité alimentaire des familles vulnérables, soit un versement trimestriel à chaque famille d'un montant de 30 000 francs Djibouti. En outre, le ministère, à travers le programme d'assistance sociale santé, communément appelé le PASS, a atteint un taux de couverture quasi totale des ménages pauvres relatifs et des pauvres extrêmes sur l'ensemble du pays, grâce à un financement à 100% national du Fonds de l'assurance maladie universelle. Notre pays, sous le leadership du président de la République, a su donc mobiliser et rendre disponibles tous les moyens financiers nécessaires à travers le Fonds de solidarité nationale pour venir en aide à sa population vulnérable, sujette au choc, afin que personne ne soit laissé au bord de la route. Le MAS, le ministère donc, de la Solidarité et des Affaires sociales, oriente également ses efforts vers une vision sociale et économique destinée à rendre notre société plus productive et plus résiliente aux chocs et aux crises sociales. La deuxième question est relative à un projet de décret portant création du Comité national technique chargé de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de la stratégie nationale du handicap 2021-2025 de la République de Djibouti. Notre pays s'est doté d'une stratégie nationale quinquennale 2021-2025 pour promouvoir le droit des personnes handicapées. Cette dernière a été promulguée par la loi numéro 136 de l'année 2021, 8e législature, plus exactement du 9 décembre 2021, portant adoption de la stratégie nationale du handicap afin de servir de cadre de référence nationale pour favoriser un développement inclusif destiné à empêcher l'exclusion des personnes handicapées de la vie économique et sociale par des mesures susceptibles d'atténuer la prévalence du handicap. Dans le but de rendre effectifs les objectifs et engagements nationaux pris pour garantir aux personnes handicapées la jouissance de leurs droits et leur intégration dans tous les domaines de la vie sociale, elle prévoit la mise en place d'un comité national technique
qui veillera à la synergie des différentes interventions sectorielles dans le domaine du handicap. Le présent projet de décret est ainsi pris en application de la loi susmentionnée qui prévoit, à l'article 5, il est créé, pour appuyer l'Agence nationale des personnes handicapées, un comité national technique chargé de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de la stratégie nationale du handicap 2021-2025. De ce fait, il a pour objectif, le comité donc, de fixer l'organisation, le cadre de fonctionnement ainsi que les missions. La troisième question concerne donc un projet de décret portant renouvellement des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connu sous l'acronyme d'ANSSI. Conformément à l'article 7 du décret numéro 2015-287, présidence, portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, le mandat des membres du conseil d'administration est de 3 ans renouvelable. La durée du mandat étant écoulée, il convient donc de procéder au renouvellement des membres du dit conseil. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté accordant l'autorisation d'ouvrir et de diriger un institut supérieur privé, École de management de Djibouti. Cet établissement d'enseignement supérieur privé dans le domaine des sciences de la gestion et de l'informatique est dirigé par M. Djilani Sayed Ahmed Mahmoud, auquel donc l'autorisation est accordée. M. Djilani, de nationalité djiboutienne, est titulaire d'un master en économie et en gestion. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi à l'occasion de la Journée mondiale de la santé sur le thème Notre planète, notre santé. Le ministère de la Santé, par le biais de la Direction de la promotion de la santé, a organisé des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale au niveau de la capitale et des 5 régions de l'intérieur. Ainsi, le département de la santé vise à travers cette célébration l'occasion d'attirer l'attention de nos concitoyens sur les mesures urgentes à prendre afin de maintenir les humains et la planète en bonne santé. Il a rappelé que le coup d'envoi de ces activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire a été lancé par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, lors de sa déclaration le 7 avril dernier. Les changements climatiques ont été décrits comme la plus grande menace sanitaire mondiale ces dernières années, avec une fréquence élevée des risques sanitaires liés au climat, des décès dus à la malnutrition et une propagation accrue des maladies à transmission vectorielle, telles que le paludisme, la dengue et entre autres. Autre actualité, depuis le début de l'année de l'Agence djiboutienne des routes a débuté la réalisation du programme d'entretien annuel de la voirie urbaine et des régions de l'intérieur. Ce vaste programme de réhabilitation prévoit l'entretien des principales voies empruntées par le transport en commun. À cette date, plusieurs tronçons prioritaires ont déjà été réparés, comme la place PK12, la route menant vers l'université de Balbala, les voies allant vers les hôtels Campeski, les intersections entre la cité d'Anguela et tout juste à côté des forces nationales de police. D'autres travaux de rénovation sont en cours actuellement sur l'avenue Cheikh Ahmed et à la place Humbouli, comme vous le voyez sur les images. Il est prévu au courant des prochains semestres la réparation de la route Venise et plusieurs autres voies de plus empruntées par les usagers de la route telles que les carrefours d'Anguela et la voie poudrière. À cet égard, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue ce matin à l'avenue Cheikh Ahmed pour voir de près les travaux en cours effectués par l'ADR. Par la suite, la même équipe s'est rendue à la place PK12 pour constater les travaux de réparation déjà réalisés. Le chauffeur de bus et des tricycles de la zone PK12 se sont dit réjouis. Ces travaux de réaffection car la circulation reste plus fluide et la conjonction causée par les nids de poules ont nettement diminué. Voici les propos du sous-préfet de l'arrondissement 1. Comme vous le voyez, l'avenue 13 est en train de réhabiliter. L'ADR a entrepris de vastes travaux de réhabilitation de cette artère très fréquentée, très animée, avec les effets de la nature. Des cratères se sont formés à plusieurs niveaux. Des cratères peu profonds et qui provoquaient parfois des embouteillages monstrueux. Pour éviter tous ces problèmes, l'ADR a entrepris une vaste opération de réhabilitation des routes et ça va se poursuivre dans toutes les artères principales selon leur planning. Nous remercions le directeur général de l'ADR de cette action vraiment bénéfique et nous demandons à la population de préserver l'entretien
de cette artère très fréquentée. L'État a la responsabilité de suivre, après les travaux, de poursuivre la préservation avec les conseils du quartier, avec la population du quartier, avec les chefs de quartier. Nous serons en permanence ici à veiller à préserver cette route vraiment très fréquentée. Autre agence, cette fois-ci, c'est l'Agence nationale des personnes handicapées qui a signé ce matin une convention de partenariat avec la société Djibouti Mobile ID. Cette convention de partenariat a pour objet de fixer le cadre général de partenariat entre l'ANPH et Djibouti Mobile ID en matière d'accès aux services en ligne de l'administration publique, des sites marchands et des banques pour les personnes handicapées. Djibouti Mobile ID est une société djiboutienne. Elle développe un service d'authentification universelle et sécurisé pour accéder à une large gamme de services en ligne proposés par les sites marchands, les banques, les entreprises et les administrations publiques. Il s'agit d'une méthode d'authentification permettant une personne de s'identifier pour accéder à un service en ligne grâce à son smartphone ou numéro personnel d'identification. Cette authentification forte est l'une des plus sûres du marché. Cette solution d'identification mobile ouvre l'accès à de nombreux services et le potentiel transformer durablement le commerce en ligne dans le cadre de cette convention de la société IH, mais aussi de contribuer à la politique d'insertion professionnelle des personnes handicapées, notamment par la mise en application du décret numéro 2022-294 portant dispositions et particulières à l'emploi des personnes handicapées. De son côté, le directeur général de la société Djibouti Mobile ID, M. Vincent Brunet, s'est réjoui de cette convention de partenariat. Et pour sa part, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Seyed Mahmoud, souligne dans son discours que la société Djibouti Mobile ID intervient dans une période où la NPH se trouve en phase de processus de digitalisation et de la modernisation de ses offres. À cette occasion, Djibouti Mobile ID se joindra à la NPH pour atteindre ses objectifs. La cérémonie prend fin dans l'ambiance d'une bonne entente. Direction le Nord, une importante délégation conduite par le préfet de la région d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta, s'est rendue dans la localité de Bozali, dans la sous-préfecture de Korangar, pour s'enquérir de la situation globale de la population de cette localité et de ses environs. Point de regroupement de plusieurs campements, la localité Bozali fut choisie à cet effet pour la distribution des vivres à l'occasion du mois de Ramadan. En effet, le préfet a été accompagné de son déplacement du président du conseil régional, du commandant du régiment interarmé de Bok, de plusieurs représentants des services publics déconcentrés, une équipe médicale du ministère de la Santé pour prodiguer des soins d'urgence pour les populations de ces contrées. À l'arrivée, la délégation fut accueillie par le sous-préfet de Korangar, Mohamed Ali Omar, et le notable. Lors d'un entretien avec le notable de la localité, le préfet ainsi que les autorités qui l'accompagnaient ont d'abord remercié la population pour leur accueil chaleureux dans un contexte particulièrement marqué par le jeûne du mois béni du Ramadan. De leur côté, les notables ont remercié les autorités pour leur visite dans un contexte si particulier et ont apprécié le soutien que leur accordent les autorités de la région. Saisissant l'occasion, ils ont souligné l'importance du forage de Bozali qui profite à la population de Bozali. Le mettant ainsi à l'abri de la soif, à cet égard, ils n'ont pas hésité à rendre un vibrant hommage au président de la République, qui est le principal investigateur. À l'issue de cette visite, le préfet et la délégation qui l'accompagne ont procédé à la distribution des rations alimentaires parrainées par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité. Il a noté qu'au passage, ils sont toujours auprès de la population. Écoutons Abdelmalik Mohamed Banoïta. De Korangar, région Obok, exactement dans la localité de Bozali, pour ramener les vivres qui nous a été attribués par le ministère des Affaires sociales. Bien sûr, selon la volonté du président, le ration alimentaire pour la région de Dobok, le total est de 1177 pour 1177 familles. Aujourd'hui, Dieu merci, moi et le président du conseil régional, nous avons essayé de répartir cette dotation et ce quota afin de toucher le maximum de localités de notre région. Bien sûr que certaines localités n'ont pas été touchées, mais Inch'Allah, nous espérons qu'il y aura des bienfaiteurs qui vont encore. Donc les échanges ont été fructueux. Alhamdulillah, tout s'est très bien passé comme vous pouvez le voir. Nous avons été accompagnés également
par les colonels chefs de corps de l'armée de Dobok, mais aussi des représentants du ministère de l'Agriculture, mais aussi une équipe médicale du ministère de la Santé afin d'agir aussi, d'apporter le soin de proximité aux gens qui se sont réunis autour de ces vivres. Sans oublier aussi certains commerçants qui se reconnaîtront, qui nous ont alloué leurs moyens de transport afin qu'on puisse ravitailler certaines localités. Je n'oublierai pas les rapports et leurs contributions. Je tiens. C'était le préfet de la région de Dobok, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, lors de la distribution des vivres à Bozali. Eh bien, après la visite du forage de Bozali, la délégation conduite par le préfet de Dobok, Abdelmalik Mohamed Benoïta, comprenant le président du conseil régional de Dobok, Mohamed Ismail, et les autorités civiles et militaires, se sont rendus dans le village où a eu lieu des rencontres avec la population d'Hamar et des localités avoisinantes. La localité d'Hamar sera bientôt alimentée par le forage de Bozali. Les travaux d'adduction d'eau sont en cours et seront bientôt finalisés. Une visite destinée à constater l'état d'avancement des travaux d'adduction qui va alimenter Hamar et ses localités avoisinantes. Une lutte qui se manifeste notamment à travers la mise en place des ouvrages destinés à rendre l'eau disponible, en particulier pour les populations rurales. Durant les échanges, un vibrant hommage a été rendu au président de la République, qui était le principal investigateur de la réalisation du forage de Bozali, d'une grande utilité pour toute la population, cette sous-préfecture. Artar, présent où les candidats élus suite à l'élection régionale de mars 2022, qui ont tenu la première réunion au siège du conseil régional d'Arta en présence du préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Cheikhou, du nouveau élu avec pour tête de liste le président Elmi Bougdadi, qui a remercié les électeurs d'Arta pour leur choix de les avoir élus pour un nouveau mandat de 5 ans. Tous ont promis de travailler et fournir le maximum d'efforts pour amorcer un nouveau dynamisme de développement dans la région d'Arta afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Il a souligné que les grands projets économiques et industriels en cours dans cette région permettront une transformation de la région avec des retombées positives. Pour sa part, le préfet Mohamed Cheikhou a félicité les nouveaux élus. Après les échanges, les élus, les instances du conseil et le mandat du M. Elmi Bougdadi a été renouvelé pour un nouveau mandat de 5 ans. Ainsi, Mme Filsen Elmi Hassan a été élue au poste de vice-présidente. Eh bien, concernant ces élections, direction le Sud, où le président sortant, Abdelrahman Younis Arreh, a accueilli chaleureusement le nouveau président entrant, M. Mahad Hussein, et son vice-président entrant, M. Ibrahim Gouro, dans le siège du conseil régional de Dikil. Dans le cadre de la nomination du nouveau président et vice-président du conseil régional, la région de Dikil s'est tenue ce matin au conseil régional de Dikil une cérémonie de passation du pouvoir entre le président sortant, Abdelrahman Younis Arreh, et le président entrant, Mahad Hussein Ahmed, qui est également entre le vice-président sortant, Ebo Mohamed Ebo, et le vice-président entrant, Ibrahim Gouro. Ainsi, au poste de premier secrétaire, Mme Ruqia Abdelkader Hassan, et au poste du deuxième secrétaire. Eh bien, après l'accueil au siège du conseil régional de la région de Dikil, la passation de pouvoir entre le président sortant et le président entrant du conseil régional, mais également entre le vice-président sortant et le vice-président entrant du conseil régional de Dikil, qui a été présidé par le préfet de la région de Dikil, Andar Moussa, et également la participation des élus locaux, les sages, le MA, les sociétés civiles et différents services déconcentrés. Le président sortant ainsi que les préfets de la région de Dikil ont procédé à la signature des documents de passation avant que M. Mahad Hussein Ahmed ne soit officiellement installé sur le fauteuil du président du conseil régional de la région de l'Unité. Au terme de cette cérémonie de passation, le préfet de la région de Dikil a adressé ses vives félicitations au nouveau président Mahad Hussein Ahmed et le vice-président entrant
et leur a souhaité du succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Par la suite de la passation, le préfet de la région d'Ikil a tenu une réunion pour le premier assise avec les nouveaux membres du bureau exécutif en présence des différents services déconcentrés et la société civile. Et dans la page nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec une très profonde tristesse que nous avons appris avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, vient d'apprendre le décès survenu de feu Cheikh Ahmed Mohamed. Le défunt était le père de Syriza Cheikh Mohamed, cadre au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En ces circonstances douloureuses, l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement exprime leurs condoléances attristées à leurs collègues et à toute sa famille. Et dans l'actualité internationale, l'Europe d'Emmanuel Macron versus l'Europe de Marine Le Pen. Comme je vous le dis dans le titre, les deux candidats à la présidentielle française portent deux projets fondamentaux différents. Sur la question européenne, le candidat Emmanuel Macron défend toujours le projet européen, mais il n'affiche pas la même ferveur qu'il y a 5 ans, car il doit attirer les voix de la gauche radicale eurosceptique. Si Marine Le Pen ne parle plus sortie de l'euro, voire projet européen, son programme reste profondément eurosceptique. Ce programme du Rassemblement national s'oppose aux engagements européens de la France. Ce sont deux visions de la France qui s'opposent dans cette campagne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.